La Constitution, encore appelée loi fondamentale, est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Règle la plus élevée de l'ordre juridique, elle rappelle aussi des principes et des droits fondamentaux, et c'est justement de Constitution dont il sera question au cours de cette audience du tribunal de l'actualité, avec à la barre des convoqués Abdoulaye Souma, constitutionnaliste, agrégé des facultés de droit, mais aussi président de Soleil d'Avenir, un mouvement politique, et député à l'Assemblée législative de transition. Bonjour professeur Souma et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, c'est un plaisir. C'est l'instant où, sans lever la main droite ni prêter serment, vous jurez de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vara sont fidèles sur leur siège pour l'audience de ce 16 mai. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Toumandi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur votre radio Watt FM, c'est 100.7, c'est la radio 100% urbaine. Vous nous regardez également sur Troy TV, la télé interactive, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+, ainsi que sur nos plateformes numériques. Et puisqu'on ne change pas une tradition qui gagne, voici l'instant privilégié des avant-propos des juges que je convoque à présent. Coup de cœur, cri de cœur, interpellation. Vous avez choisi, juge Bernard Bougma, de nous parler aujourd'hui de... Je vais parler de Moura, ces événements qui ont eu lieu en mars 2022 au Mali et qui avaient consterné la planète parce qu'on voyait c'est comme des gens qui étaient en train d'enterrer des personnes qui étaient victimes d'exactions. En ce temps, ça a soulevé beaucoup de bruit parce que les Occidentaux ont pointé du doigt le groupe paramilitaire russe Wagner, présent au Mali, d'avoir été effectivement à l'origine de telles exactions. Donc ce sont des événements qui se sont déroulés exactement du 27 au 31 mars 2022. Donc ce qui n'avait pas manqué de faire réagir la communauté internationale, et l'ONU a diligenté une enquête, et puis d'ailleurs les résultats de cette enquête-là ont été livrés. Washington est choqué, donc les États-Unis disent être consternés par ce qui s'est passé, parce que pour eux c'est l'œuvre du groupe paramilitaire russe Wagner, et précisé dans leur communiqué, soutenu par le Kremlin. Voilà, donc ici, effectivement, tout le monde avait eu froid dans le dos quand on a vu ces images, mais en même temps, il y avait eu beaucoup de commentaires, parce que plusieurs personnes s'étaient posé la question de savoir si vous avez la possibilité, effectivement, de voir ces événements-là, comment est-ce que les colonnes depuis Cap, parfois qui défèrent pour aller endeuiller des familles ou des localités, vous ne voyez pas et vous n'agissez pas conséquemment, surtout que des puissances comme la France sont hyper armées et sont au Mali, scrutent le ciel et la terre. Alors, si vous pouvez voir effectivement ces cas-là, ça veut dire que pour les colonnes de terroristes, vous devez pouvoir les identifier clairement et puis les anéantir. Donc, ce débat aussi a été soulevé. Dans la foulée, le gouvernement du Burkina Faso également s'est déclaré solidaire du Mali à travers un communiqué de soutien signé par son porte-parole qui dit soutenir ce qui s'est passé et est même consterné par l'attitude de la communauté internationale parce que le Mali se bat contre une guerre qui lui a été imposée, et donc le Burkina Faso est solidaire de cette façon de faire. Donc naturellement, c'est des voisins qui partagent les mêmes réalités, les mêmes difficultés, qui se soutiennent. Bon, on n'en demande pas mieux en termes de solidarité, de collaboration. Mais dans ces conditions, comment est-ce qu'on soutient de tels événements? Parce que le Mali également refuse d'assumer que ce sont des forces armées maliennes, encore moins le groupe paramilitaire Wagner, parce que le Mali dit d'ailleurs que sa relation c'est avec les Russes, ce n'est pas avec une société privée. Quoi qu'il en soit, c'est des rebondissements et rebondissements, et c'est un dossier naturellement qui va comporter beaucoup de non-dits. Un dossier avec beaucoup de non-dits, on verra bien comment ça évolue tout ça, et on écoute à présent juge Geoffroy Vara pour son avant-propos du jour. Oui, merci président. Ce qu'a dit
attention et que je choisis en avant-propos, c'est un rapport de la Direction générale de l'économie et de la planification qui nous fait comprendre que 2000 entreprises ont été créées rien que le mois de mars 2023 et on n'a pas d'une hausse par rapport à février, en gros je pense que 15,9%, et lorsqu'on parle de février, c'est je vais trouver les chiffres, bon je ne les trouve pas, je pense que c'est 1726 entreprises qui ont été créées en février. Et quand on regarde ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on crée plus d'entreprises, mais on crée en même temps moins d'emplois. C'est-à-dire que c'est un peu, comment on appelle ça, un genre d'évolution et de non-rapport qui interroge. Bon, ça veut dire aussi que, bon, on comprend, c'est des entreprises que les gens créent, mais très souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui restent dans le sac à main. Ça veut dire aussi que c'est peut-être pour pouvoir exister une seule personne qu'on a déclarée, quelquefois qui n'est même pas au courant ou bien qui est un membre de la famille. Et il faut craindre que ce ne soit aussi seulement parce qu'on a appris qu'on a un marché ou bien on a un ami qui a été nommé quelque part, ou bien on sait que bon, ça pourrait servir. L'entrepreneuriat, c'est pas ça forcément. L'entrepreneuriat, c'est plus sérieux que ça. Maintenant, on a aussi une réalité. Vous pourriez lire que ça veut dire qu'on a encore confiance en notre économie et que notre tissu économique, en tout cas, attire. Mais il y a un problème, c'est que la CCBF nous dit, et ça on le rappelle, c'est que les Burkinabés sont devenus les premiers investisseurs dans un pays à côté. Donc, s'ils ont aussi confiance en la capacité de rentabilité et des investissements chez eux, ils resteraient. Donc, ça donne matière à réfléchir. Et on comprend pourquoi aussi beaucoup d'entreprises, avant 5 ans, meurent. Et le taux de mortalité des entreprises ici est très élevé. Donc, tout ça mis ensemble, à quoi ça sert ? De créer à chaque fois des entreprises, de les laisser mourir, d'en créer de nouvelles, de les laisser mourir. On a l'impression que on a aussi des entrepreneurs de certains acabits là qui sont dans le renouvellement perpétuel, soit pour échapper au fisc, soit juste monter quelque chose parce qu'on a une opportunité. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont solides, qui ont beaucoup de difficultés, qui tant bien que mal tentent depuis des années à continuer de garder la tête hors de l'eau, avec quelquefois des restructurations qui sont difficiles, chercher à garder du personnel pour continuer, mais avec beaucoup de résilience. Moi, c'est à cela que je pense quand je regarde ces chiffres-là, qui peuvent être un peu flatteurs, mais il faut savoir garder la mesure parce que ça n'indique pas qu'on est vraiment en bonne santé. On crée des entreprises, mais elles meurent beaucoup, et ça, il faut aller chercher pourquoi. Et donc à ceux qui tiennent, à ces entrepreneurs qui sont vraiment dans la chose, moi je leur dis félicitations parce que le contexte on sait n'est pas facile, et on espère aussi que ceux qui tiennent les rênes penseront à ce tissu économique là. On fait la guerre, mais il y a une économie aussi à sauver parce que c'est elle qui nourrit la guerre. C'est l'économie qui nourrit la guerre. Il faut donc veiller au bon fonctionnement du système économique globalement. Et ces chiffres interrogent. On regardera donc de plus près comment ces entreprises créées vont évoluer. C'est la 175e audience de cette 7e saison du tribunal de l'actualité consacrée à la question constitutionnelle, notamment au Burkina et au Mali, deux pays dans lesquels on travaille au retour à un ordre constitutionnel perturbé depuis un certain temps par des coups d'État. Et pour ce faire, nous avons convoqué à cette audience Abdoulaye Souma, constitutionnaliste et agrégé des facultés de droit. Disons qu'il a le manteau, la veste, le costume de l'emploi. Démarrons ces échanges avec notre fenêtre de généralité. Geoffroy, vous y collez en premier ? D'accord. Bon, c'est une généralité qui concerne à la fois le Mali, le Burkina et donc le sujet qu'on va traiter. On voit qu'il y a surtout un débat qui est mené, qui est celui un peu de fond. De dire que une transition, c'est pas sa vocation de travailler sur une constitution et que son principe premier c'est de travailler à passer le pouvoir. On l'entend au Mali par exemple, qui remet en cause, c'est-à-dire la qualité même des hommes de transition à pouvoir porter un élément aussi fort que la Constitution, avec tous les risques qu'il y a de remise en cause d'un certain nombre d'éléments. Opportunité ou vraie problématique posée. Professeur Souma. Merci beaucoup. Vous me permettrez de dire d'abord que votre tribunal est un tribunal spécial, parce que c'est le tribunal dans lequel nous autres sommes heureux
de comparaître. En général, quand on doit comparaître pour être jugé, on a des inquiétudes. C'est l'actualité qui est jugée. Oui. Et on a, devant n'importe quel tribunal, on a des inquiétudes parce que c'est un examen aussi. Mais le vôtre, on est heureux d'y comparaître parce que on a l'occasion de dire la vérité et on a l'occasion, en tout cas de mon expérience, de n'avoir jamais été trahi par la vérité qui est dite ici. C'est une occasion pour moi, la première, de vous rendre hommage de votre professionnalisme. Je n'en sais rien, mais du point de vue de ce que je constate chez vous, de rendre hommage à votre professionnalisme en tant qu'organe de presse. Vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de personnes de confiance, de mon point de vue. Et je ne peux, en tant qu'acteur public d'un certain plan, je ne peux que vous encourager à poursuivre dans ce sens. Par rapport à l'intervention du juge Vaha, deux choses. La première, c'est que une constitution se fabrique sur la base d'une légitimité. Et je crois que les critiques qui mettent en cause la légitimité des acteurs de transition à adopter une constitution se fondent sur ce paradigme qui est tout à fait réel. Parce que la constitution, c'est une loi de nous tous. C'est une loi qui est supposée appartenir à nous tous. Il y a des lois de régime, mais il y a des lois de peuple. Les lois de régime, ce sont les lois qu'un régime qui est arrivé adopte pour faire passer ses idées, pour entériner les aspects de son programme pour lequel on l'a élu. Si j'ai annoncé dans mon programme de recruter rapidement 1 million de militaires, dès que j'arrive, le processus, la loi qui est là, ne me permettrait pas de recruter 1 million de militaires. Alors que pour respecter ma parole, il faut que je fasse voter une loi qui ouvre ces possibilités. Donc ça, ce sont des lois de régime. La Constitution n'en fait pas partie. La Constitution est une loi de peuple. Donc, pourquoi on adopte une Constitution? Il faut être dans une certaine légitimité, sinon même une légitimité certaine. Ce qui fait que les régimes de transition ont parfois du mal à se oindre de cette légitimité. Parce que la façon dont on est arrivé au pouvoir et la façon dont on exerce le pouvoir peut faire manquer de cette légitimité. Donc, cette analyse est tout à fait vraie. Mais, donc, deuxième chose, j'ai, dans des réflexions scientifiques, fait une théorie des réformes constitutionnelles qui fonctionnent. Et lorsqu'on veut faire une bonne constitution, et je l'ai fait dans le cadre de l'Afrique, on veut faire une bonne constitution, il faut être dans ce que j'ai appelé une neutralité partisane et un indéterminisme institutionnel. Neutralité partisane, ça veut dire simplement qu'il faut être dans un contexte où le débat n'est pas pour ou contre. Okay. Donc, évidemment, si un président a remporté le pouvoir, enfin un parti politique a remporté les élections, il est au pouvoir, il exerce avec ses partisans. Donc le débat constitutionnel ne peut pas être de passionnés de la politique. C'est ce qu'on a connu sous Blaise Compaoré, les constitutions qu'on a adoptées sous Roch Kaboré. Et un déterminisme institutionnel, c'est une situation dans laquelle on ne sait pas par quelle autorité, par quelle personnalité les institutions fondamentales de la République qui vont être prévues dans la Constitution seront occupées. Ce sont deux éléments qui permettent d'objectiver la fabrication de la Constitution. Et j'ai remarqué que ailleurs, dans certains États, c'est possible, mais chez nous, les deux conditions se réalisent normalement, ou peuvent se réaliser normalement dans la transition. C'est pourquoi, quand vous avez constaté à la transition de 2014, et à cette transition, moi j'appelle à actionner le processus de rédaction d'une constitution, mais à une condition. Justement, pour le premier critère, qui est la neutralité partisane, cela suppose que l'organe qui engage la réforme constitutionnelle ou la refondation de l'État, comme on l'appelle chez nous ici, soit un organe populaire, soit un régime populaire. Donc, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un régime dans lequel une partie du peuple gouverne et une partie du peuple regarde, comme c'est le cas actuellement chez nous. Je prends au mot le Premier ministre. Lorsqu'il a été nommé, il a fait une interview avant même sa prise de fonction pour dire que lui, il allait gérer avec ses gens et que bon, les autres, les politiques, les OSC et les coutumiers, ils vont reprendre leur jeu après.
c'est vous dire que je n'ai pas apprécié, je lui ai dit, aussi bien en assemblée qu'en privé, je lui ai dit, ce n'est pas comme ça qu'on entend les choses. Donc, si on doit remplir ce critère, il faut que le régime de cette transition, que j'encourage à engager les réformes constitutionnelles, soit popularisé. Donc, il ne serait pas un régime partisan. Popularisé, ça signifie quoi? Qu'il faut que le peuple, dans ses différents compartiments, se retrouve dans le régime. C'est-à-dire que les forces vives de la nation, que le Conseil constitutionnel a identifié en 2014, se retrouvent dans la gestion de la transition. Et non pas un saupoudrage de dialogue politique. Moi, je ne suis pas dans les choses de fausseté, je suis dans la vérité. Et c'est comme ça seulement qu'on peut réussir la fabrication d'une bonne constitution pour stabiliser notre État. Et deuxième critère, si on veut le remplir, l'indéterminisme institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse à un moment où on ne sait pas qui va être président. Parce que dès qu'on sait qui sera président de la République, et évidemment, ça suppose que le statut actuel de ceux qui gouvernent soit clarifié. Vous avez vu, sous Blaise Compaoré, il a engagé une réforme constitutionnelle en étant déjà président et il était tout à fait clair qu'après l'adoption de la Constitution, c'est lui qui serait président. Et quand on a mis le chapeau du président du Faso dans le régime qu'on voulait tailler, il fallait enlever certains pouvoirs au président et lui donner certains pouvoirs. Mais les pouvoirs qu'on devait enlever au président pour que les institutions fonctionnent bien, que ce soit équilibré, on ne pouvait pas parce que on sait que c'est Blaise Compaoré qui sera président. Blaise Compaoré Non, je parle des deux. Okay. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose pour la constitution avortée de la Ve République. On sait celui qui est président. Donc quand on dit président, on a quelqu'un en tête. On ne peut pas objectiver le débat. Parce que quand il en est ainsi, celui qui l'aime, son partisan, va défendre les pouvoirs, autant de pouvoirs pour lui. Et celui qui ne l'aime pas, disons-le politiquement, son opposant, va pouvoir lui retirer. Mais là, les deux attitudes ne sont pas bonnes. Donc, en résumé, je pense que cette transition devrait prendre les dispositions pour effectuer la réforme constitutionnelle, la refondation de l'État, mais à condition de travailler préalablement à remplir les deux critères. Je pense que le critère de l'indéterminisme institutionnel, ça on peut se dire, quand la transition finira, le président Traoré ne sera plus là, on ne sait pas si c'est le professeur Soma ou tel autre acteur politique qui sera chef de l'État, on peut. Mais deuxième élément de légitimité, c'est la neutralité partisane. Il faut que les forces vives de la nation se retrouvent dans les organes de gestion de la transition et donc dans l'organe qui porte la refondation constitutionnelle pour fonder la confiance de la population à la constitution qui va sortir. Oui, Bernard Bogma. Oui, alors, il y a d'abord eu une rencontre avec les hommes politiques qui a été reportée à la dernière minute. Le dernier rendez-vous qu'on a vu, ce sont les hommes politiques qui sont allés traduire leur solidarité au chef de l'État, alors qu'il nous avait été dit qu'un dialogue allait être engagé, en tout cas des discussions allaient être engagées avec la classe politique. Ce que l'on sait aussi, c'est ces rencontres qui étaient en vue de préparer les élections dans le cadre avec la CENI et tout. Alors, avec le pouvoir actuel, où en est la classe politique en termes de discussion? Est-ce qu'il y a des discussions qui ont eu lieu, même si c'est des discussions secrètes, confidentielles, j'allais dire? Je ne le pêche que dit clandestin. Moi, j'ai devant votre tribunal juré de dire la vérité. Et donc, je vous dis ce que j'en sais sur la base de mon intégrité. Le premier rendez-vous pour décharger le président et pour l'honorer n'a pas été reporté. Il avait accepté le rendez-vous, nous y sommes allés, moi j'y étais, mais c'est tombé le jour où il y avait l'attaque, le lendemain de l'attaque de Titao. Donc vraiment il s'en est excusé, parce qu'on était déjà dans la salle d'attente, donc le rendez-vous était effectif, il s'en est excusé en disant qu'il est en train de coordonner des opérations de terrain, donc il ne souhaiterait pas nous faire attendre longtemps, lui propose qu'on laisse gérer la situation et qu'on se reverrait. Alors, la deuxième tentative a été la bonne, on a pu le rencontrer, mais honnêtement, il n'y a pas eu de débat de fond. Il n'y a pas eu de discussion de fond. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'on a, le point qui est ressorti de la conclusion. Un des points, c'était d'apporter, disons, de dire que la classe politique est disposée et disponible à travailler dans le sens de l'intérêt supérieur de notre nation. Parce qu'avant de faire ce rendez-vous, nous avons fait le point entre nous. Nous nous sommes parlé et nous avons dit, il y a un moment, en ce moment précis, la nation a besoin de capitaliser l'ensemble de ses ressources.
Et il y a une situation qui est là, on peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier, la situation est là et c'est dans cette situation qu'il faut travailler à ce que le pays s'en sorte. Donc, entre nous, il faut que nous acceptons de nous offrir à la nation. Et c'est ce message que j'ai compris qu'on allait porter, qui est donc un message non pas de contestation des acteurs de la transition, mais un message de mise à disposition, d'expression d'une disponibilité à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais comment le faire, quand le faire et quelle est la ligne de l'intérêt supérieur de la nation? On n'a pas eu de débat de fond. Et moi j'appelle ce débat de fond parce que le moment est arrivé qu'on se parle. Parce que de toute façon, la transition est une transition. Et la transition a vocation à finir. Quelle que soit la durée qu'elle prendra, et de toute façon, cette durée devrait être convenue. Comme l'actuelle durée, normalement, d'après les données actuelles, la transition finale 2024, il n'y a pas encore eu de changement officiel à cet égard. Que cela reste ou que cela doive être modifié, il va falloir qu'on en convienne chez nous, à l'intérieur de notre pays, dans notre souveraineté. Et chez nous, ça suppose avec tout le monde. Donc, moi j'appelle à ouvrir ce champ de dialogue. Et moi, quand je parle de dialogue, il faut qu'il soit clair. Je n'entends pas un organe à côté, quelque part où on se retrouve pour faire chacun fait des discours. Moi, je parle d'un dialogue opérationnel, d'un dialogue continu, c'est-à-dire d'une co-gestion des organes de la transition. Une co-gestion des organes de la transition, nous dit notre convoqué du jour. Il s'appelle Abdoulaye Souma. Il est donc constitutionnaliste et agrégé des facultés de droit. Le sujet est donc à sa mesure, puisqu'on parle de constitution, on parle de retour à l'ordre constitutionnel au cours de cette émission du tribunal de l'actualité. C'était la fenêtre des généralités. On est déjà dans le vif du sujet, Geoffroy Bara. Oui, on est dans le vif du sujet. Je vais aller d'abord chez les voisins avant de venir. Exactement. Quand on prend le cas malien, j'ai dit, il y en a qui ont posé le problème de ceux qui gèrent la transition eux-mêmes et le fait que ce soit des putschistes, donc c'est difficile, selon leur entendement, que ce soit ceux-là qui fassent ces changements majeurs-là. Mais il y a d'autres éléments, c'est que le peuple doit être consulté. C'est de ça qu'il s'agit, je pense que c'est juin prochain. Et c'était pour eux, d'abord, le plus important, c'est terminer la transition, donc passer à un ordre normal. Et cela doit se faire par des élections. Lesquelles élections ne peuvent se tenir du fait de la réalité sécuritaire. Mais le référendum, lui, peut se tenir alors que c'est des mêmes consultations qui concernent l'ensemble de la nation. On sait le contexte malien aujourd'hui. Est-ce que cet argument-là ne tient pas? De dire, si vous n'êtes pas prêt à organiser des élections, comment est-ce que vous pouvez faire un référendum? Sachant déjà qu'il y a une bonne partie du Mali qui est occupée, et puis encore qu'il y a quelque chose que le Mali a que nous n'avons pas en termes de problèmes, c'est qu'ils ont des groupes armés avec lesquels il y a eu des accords. Et donc qui ont eux aussi droit au chapitre et voilà, qui ne sont pas forcément enclins à aller dans la même dynamique que le pouvoir central. Parce que ça ne complexifie pas le problème malien aujourd'hui. Alors je rappelle juste à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que le professeur Souma est très bien impliqué dans le processus constitutionnel du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Oui, j'ai vécu la situation et j'ai vu la situation du Mali avec beaucoup de proximité, parce que je suis expert international de l'ONU en matière constitutionnelle et internationale là-bas. Et je pense que l'intégrité est importante dans la gouvernance d'un État. Moi, je pense que le Mali a un petit avantage sur nous. L'avantage, c'est que ils avaient commencé avec un schéma comme le nôtre. Les gens ont pris le pouvoir, ils gèrent comme ils l'entendent avec leur groupe, les autres sont dehors. Mais entre-temps, ils ont reçu des conseils. Ils ont vu la situation et ils ont essayé de brasser plus large. Donc, ce qui a amené la modification de la charte de la transition, la prise en compte de certains acteurs dans le gouvernement et dans l'Assemblée, dans le CNT. Donc on a quasiment doublé le Conseil national de transition, on a quasiment doublé le nombre de députés initialement prévus en cours de fonctionnement. Donc ça permet d'élargir la base de soutènement populaire du régime. Ça c'est un très bon départ et moi vraiment j'avais apprécié. Maintenant,
Là où le processus constituant a commencé à avoir des difficultés, c'est dans la désignation des délégués aux assises. Okay. Donc, quand vous avez une désignation pilotée, c'est-à-dire centralisée, ça pose un problème. Ça pose un problème que ceux qui sont supposés représenter le peuple à ces assises sont en fait cooptés. Et ça, c'était la première. C'était le cas chez nous avec la nomination des membres de la commission constitutionnelle. C'est quelqu'un qui s'assoit et qui taille lui seul, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Si on veut asseoir une légitimité constitutionnelle, on sait les forces vives de la nation, on leur renvoie la balle en disant vous amenez 10 personnes, vous envoyez 15, etc. en fonction du volume qu'on veut. Et les gens viennent avec une légitimité populaire à la base. Et c'est en ce moment-là que le travail qui sera produit par ces délégués légitimés va être légitimé par la base de désignation qui est le peuple en fait. Mais quand on le fait à partir d'un palais, ça pose un problème. Parce que les autres qui n'ont pas été consultés vont peiner à avoir de la confiance dans le processus. Et maintenant, quand la norme constitutionnelle, le projet de constitution sort et que le sort de ceux qui ont actionné le processus n'est pas déterminé, c'est-à-dire que on n'a pas une expression de moi je ne serai pas candidat ou je serai candidat, vous voyez, ça ce n'est pas clair. Donc ceux qui n'ont pas été associés se disent toujours il y a anguille sur roche. Donc, et ils ont raison de ne pas avoir totalement confiance au processus. En fait, ce qu'on voit s'exprimer en public, c'est l'iceberg de ce qui s'est tramé en fait en souterrain. C'est-à-dire que c'est le manque de concertation de certains acteurs qui n'ont pas confiance au processus. Et c'est ça qu'il faut que nous évitons ici. Il faut que, quand on veut aller dans une réforme constitutionnelle, qu'on s'assure d'avoir consulté le peuple et qu'on s'assure d'avoir laissé libre aux différentes composantes de désigner leurs délégués. Et que ces délégués-là, justement, jouissent de la légitimité de leurs composantes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le problème qui se manifeste au Mali, c'est ce problème-là. Et, en fait, il ne peut pas être réglé. Il ne peut pas être réglé parce que pour le régler, il faut reprendre le processus. Et on ne peut pas reprendre le processus. Et on a l'impression qu'il faut donc avoir une constitution, et moi je suis d'accord qu'il faut l'avoir. Et là où on peut tenir un référendum, certainement on peut tenir des élections. Et là aussi, il faut qu'on soit clair chez nous ici. Que ce soit au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger ou ailleurs, cela va arriver dans quelques autres États, il ne faut pas qu'on se mette dans la tête qu'on sortira de la transition ou qu'on fera des élections seulement le jour où il n'y aura plus de terrorisme chez nous. Ce n'est pas possible. Les problèmes que nous avons, les problèmes de sécurité que nous avons ne se règlent pas ni en 3 mois, ni en 8 mois, ni en 1 an, ni même en un mandat de 5 ans. Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste et pragmatique. On peut parvenir à une certaine situation d'accalmie ou de reconquête de l'espace qui permet d'asseoir une plus grande légitimité des autorités qui vont résulter des élections. Et je pense que ce point-là, nous ne l'avons pas encore discuté chez nous. Parce que quand on écoute certains, on a l'impression que demain on peut faire les élections. Et quand on écoute certains, on a l'impression qu'en fait, les élections ne seront à l'ordre du jour que le jour où on sera retourné dans une situation d'avant 2015. Il faut qu'on se parle pour trouver une ligne précise. Sinon, le clash au Burkina Faso n'est pas loin. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de sous-dits, et on ne se parle pas de façon ouverte, et chacun évolue avec sa compréhension, alors que les délais arrivent. Alors, on va parler du Burkina tout à l'heure. Je vais rapidement donner la parole au juge Bernard Bougma, s'il vous plaît. Je vais rapidement donner la parole à Bernard Bougma sur le Mali, pour qu'on conclue cette partie Mali, avant de revenir sur le Burkina. Je sais que vous voulez encore intervenir, mais peut-être qu'avec la seconde partie, vous aurez le temps de... C'est vrai, il y a une similitude dans le processus entre le Mali et le Burkina. Je suis tenté de, comme vous dites, beaucoup le Mali avant de revenir. Bon, d'accord, donc je vais au Mali avant de revenir au Burkina. Mais là, c'est la question de la laïcité qui est contestée. Il y en a qui disent que le Mali est un pays multiconfessionnel. Donc, d'enlever le mot laïcité au niveau de la Constitution, vous, quel est votre regard de cette situation? En 1 minute, professeur. Le problème, ça a été l'absence de définition de la laïcité. Dans une disposition constitutionnelle, quand on dit l'État malien est laïque, on dit la laïcité est. Et ça met tout le monde d'accord. Et donc on aurait discuté de la définition de la laïcité. La laïcité, si ça veut dire que l'État ne prend pas en compte la religion, c'est un problème au Mali, ça ne passera pas. Mais si on dit la laïcité, c'est que l'État ne s'interfère pas dans la gestion des religions, ça passe au Mali. Mais ça n'a pas été fait.
Mais vous êtes conseiller dans cette affaire. Comment ça se fait qu'on n'ait pas pris en compte cette dimension socio-ethnique, religieuse du Vous répondez à la question de savoir pourquoi je veux moi-même être président de la République. Parce que le conseiller n'est que conseiller. Moi, je ne suis pas à la manœuvre. Ce n'est pas moi qui ai la dernière manette de réglage. Vous parlez. Et il y a celui qui tient la manette qui agit. Et parfois, il y a des frustrations. Il y a beaucoup de conseillers qui sont frustrés parfois. Mais la différence entre ce qu'ils demandent de mettre multiconfessionnel et laïcité, la différence c'est quoi? La différence, c'est que après, il faut des lois pour... Même multiconfessionnel, on n'a pas défini. Après, il va falloir des lois pour donner le sens de multiconfessionnel et entériner ce que ça veut dire dans le vécu de l'État. Alors que là-bas, comme vous connaissez la réalité au Mali, il y a plus de 90%, on parle de 92 à 93% sont musulmans. Et aujourd'hui, l'administration malienne est impactée par la pratique religieuse. Aux heures de prière, on arrête. Même le cours à l'université, on arrête, on prie d'abord. Vous voyez? Donc les gens ont l'impression que en mettant laïque, on sortirait tout ça de l'administration, comme nous on a voulu le faire. Voilà, on sortirait tout ça de l'administration et ça fait une trop grande refondation pour certains. C'est ça qui fonde la crainte. Et vous savez très bien qu'est-ce qui a été le religieux dans la stabilisation du régime à cet égard. Donc parfois les gens ont l'impression d'être trahis parce qu'ils ont été pour quelque chose dans la stabilisation et il y a des mots pour lesquels ils n'ont pas été rassurés qui sont intégrés dans la Constitution et qui ne comprennent pas encore. Ce qui fait justement que les uns et les autres se demandent encore si ce référendum constitutionnel aura bel et bien lieu le 18 juin prochain. Nous marquons une pause en faisant un tour à la régie avant de revenir dans cette émission du tribunal de l'actualité. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le parrainage du président de Vista Group Holding, Ouagadougou abritera la 7e édition du Forum multisectoriel de développement des entreprises Africalia 2023. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africalia se tiendra du 24 au 26 mai 2023 au Centre international des conférences de Ouaga 2000. Africalia 2023, c'est plus de 500 chefs d'entreprise originaires d'une vingtaine de pays, 5000 rendez-vous d'affaires personnalisés, une présence remarquable d'institutions financières internationales de référence, un panel sur les outils internationaux de financement des projets privés et les grands projets structurants dans l'UEMOA. La grande innovation de cette 7e édition est le concours Startup Africalia 2023 qui récompensera les meilleurs projets innovants. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures. Une pause institutionnelle dans cette audience du tribunal de l'actualité, occasion pour vous autres de communiquer sur vos institutions au cours de nos audiences. Eh bien, nous continuons donc cette deuxième audience de la semaine avec le professeur Abdoulaye Soma, il est constitutionnaliste et agrégé des facultés de droit. Nous parlons bien évidemment de constitution au Mali, de constitution au Burkina, et la parole est à présent au juge Jofavara. On va faire le même process avec le Mali. Et pour le Mali, je disais, bon, il y a le débat sur la qualité des hommes. Pour nous, c'est que l'éventualité de nouvelle constitution, ça revient depuis. À chaque fois, ça revient. Mais comment c'est-à-dire le politique, celui qui avait la légalité, jamais n'y est parvenu. C'est une volonté, un manque de volonté, ou bien qu'est-ce qui se passait? Non, pour la constitution de la 5e République à voter, oui. Et je pense que le travail était resté au niveau du président. Si vous avez suivi, la commission constitutionnelle avait terminé et avait livré l'avant-projet de constitution, et le président devait déterminer par quelle voie la nouvelle constitution allait être adoptée. Il y avait des risques. Et j'ai vu certains lui conseiller de faire adopter cette nouvelle constitution par le Parlement. Je m'étais franchement opposé parce que ça ne se fait pas. Une révision constitutionnelle peut se faire par le Parlement. Une nouvelle constitution, pour passer à une nouvelle république, ne peut pas se faire par voie parlementaire. Il fallait forcément un référendum. On est resté dans ces hésitations jusqu'à ce que les choses soient bouclées, en fait. Donc on n'a jamais pu organiser le dernier acte d'adoption de la nouvelle constitution. D'accord. Et des fois, quand on entend certains, ils disent, par exemple, que le problème, c'est pas la constitution, c'est plutôt les hommes. Qu'est-ce qu'il faut changer fondamentalement?
Moi, je reviens encore à ces deux critères que je vous ai énoncés au début. Pour qu'on ait une bonne constitution, il faut forcément ces deux critères. La neutralité partisane, ce qu'on n'avait pas, et l'indéterminisme institutionnel, ce qu'on n'avait pas. Et justement, de l'intérieur, j'ai critiqué à plusieurs reprises comment les débats ont été biaisés. Les débats ont été faussés à la commission constitutionnelle. Regardez comment la commission constitutionnelle a été formée. Elle n'a pas de légitimité populaire. Le président a taillé dans son décret les composantes. Et parmi les composantes, il y avait les représentants du président du FASO. Ensuite, il y avait les représentants de la majorité présidentielle. Donc ce bloc, s'il est loyal, vient pour défendre le président. Si je suis votre représentant, je vous défends. Et donc on avait ce débat et ces choses-là dans les débats en commission constitutionnelle. Donc vous amenez. Moi personnellement, j'avais le privilège d'avoir été désigné président de la sous-commission pouvoir, c'est-à-dire qui doit rédiger plus de la moitié de la Constitution sur les pouvoirs. Quand j'ai sorti le projet avec toute ma, je ne vais pas dire naïveté, mais mon intégrité, parce que pour moi, on rédige une Constitution, disons honnêtement, avec objectivité. Quand j'ai sorti et qu'on a injecté dans le débat en sous-commission, on a dit, bon, vous mettez ça, est-ce que le président, etc. Donc c'est compliqué. Et parfois, on est en train de débattre des choses en commission, et les gens qui suspendent, ils prennent un appel, ils appellent, je ne sais pas, en tout cas l'entourage du président ou le président lui-même, pour recevoir des orientations sur telle ou telle disposition. Ça a été fait devant moi. Donc c'est compliqué de faire confiance à un processus constitutionnel de ce type. En fait, c'est tout ça qui m'a amené à faire cette théorie des bonnes réformes constitutionnelles. On ne pouvait pas avoir une bonne constitution ni sous Blaise Compaoré, ni sous Roch Kaboré. Sous une transition, on peut, dans les proportions et dans les conditions que j'ai... La transition actuelle a l'avantage de remplir au moins un de ces critères, c'est l'indéterminisme institutionnel. Il faut qu'on fasse, et c'est facile de remplir le deuxième critère qui est la neutralité partisane. Il faut rassembler tout le monde autour de la gestion de notre pays en ce moment. Et puis on peut engager la réforme constitutionnelle. Et moi je répète, si on rate cette occasion de faire une nouvelle constitution objective, nous allons revenir dans des crises plus violentes et plus profondes. Parce que la constitution actuelle est une constitution de coup d'État. J'ai déjà expliqué. Si vous avez un président que vous avez élu et que ce président, après 1 an de mandat, ne vous convient plus au Burkina Faso, vous faites quoi? Si vous posez cette question, vous prenez la constitution, vous lisez, il n'y a rien à faire. Vous devez le subir. Mais le peuple est souverain. Il ne peut pas être amené à subir une autorité, même celle qu'il a légitimée lui-même il y a 2 jours. Il ne peut pas être obligé à subir cette personnalité. Donc, on n'a pas de soupape de sécurité dans notre constitution. C'est une constitution qui n'est pas bonne. Ni celle actuellement en application, ni celle qui a été programmée. On a une chance maintenant de remplir, de prendre quelques dispositions pour avoir une bonne constitution pour nous stabiliser. Sinon, l'insécurité et l'instabilité constitutionnelle sera notre pain quotidien. En 2 mots, si on vous suit bien, professeur, c'est que la prochaine constitution à adopter doit pouvoir prévoir qu'un président qui est élu pour 5 ans peut partir au bout d'1 an parce qu'il ne fonctionne pas bien. Oui. Ça dépend du régime. Si c'est le président qui gouverne, qui a l'effectivité de pouvoir comme chez nous, il faut prévoir ça. Mais si on fait le choix d'un régime politique où le président ne gouverne pas, et en ce moment peut-être le Premier ministre gouverne, il n'y a pas besoin. Vous voyez par exemple en Angleterre, il n'y a pas besoin de destituer la reine parce que de toute façon son impact sur la décision politique n'est pas très énorme. Mais il y a besoin de pouvoir destituer le Premier ministre là-bas. Parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui peut être responsable des grandes décisions. Et là, effectivement, en Angleterre, il y a le mécanisme de destitution. Donc, aller plutôt vers un régime parlementaire, si on a compris votre propos. Nous recevons Abdoulaye Soma qui est constitutionnaliste, et la parole est à Bernard Bogma. Oui, alors, moi, ma question, c'est que, au niveau je reviens maintenant entre le Mali et le Burkina, c'est le même procédé. La transition commence, on promet une constitution, après on y va. Au même moment, on vote des lois qui sont susceptibles d'être révisées à l'aune de la nouvelle constitution, parce que si à un moment donné on regarde et puis ça ne colle pas, on sera obligé de les retoucher. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par mettre en place une constitution avant? Je crois que peut-être que nos esprits se communiquent
mon conseil a toujours été de mettre en place sur les chantiers la refondation constitutionnelle, puisque si on veut faire une refondation durable, il faut que la refondation soit cohérente. Et pour que la refondation soit cohérente, il faut que les lois soient alignées sur la Constitution. Parce que la Constitution est supérieure à la loi, et une loi qui contrevient à une Constitution va s'avérer nulle et de nul effet. Donc ce qui fait que, en faisant dévancer les lois de refondation sur la Constitution, on prend un risque d'un effacement des lois quand on aura la nouvelle Constitution, quand on aura fait les arbitrages constitutionnels. Il est urgent pour moi, à partir du moment où on a annoncé l'idée de refondation constitutionnelle et à partir du moment où cette idée est acceptée par la population, il est urgent d'engager le processus de révision constitutionnelle, de réforme constitutionnelle. Mais il y a une question. Comment? Parce que je dis bien que ce soit au Mali ou au Burkina, ceux qui sont arrivés au pouvoir, c'est par les armes, c'est dans une instabilité, c'est aussi le mode opératoire. Parce que vous dites de ne pas passer par la voie parlementaire au Mali quand les Maliens ont voulu tenter cela, alors que le référendum également dans ces conditions c'est très compliqué. Est-ce qu'il y avait une autre parade? Non, comment c'est rassembler la population, le peuple autour des organes de transition? Ça, c'est la première démarche à faire. Si on engage une refondation constitutionnelle dans l'état actuel des choses, elle ne marchera pas. Elle ne sera pas durable. En laissant des parties du peuple dehors, ça ne marchera pas parce que la constitution en question ne sera pas légitime. Si on veut faire une réforme constitutionnelle honnête, intègre à la Sankara, si on veut, puisque c'est le symbole de l'intégrité chez nous, il faut qu'on commence par mettre les forces vives de la nation dans les organes de transition. Et en ce moment, ces forces vives de la nation, adossées à leur légitimité de base populaire, peuvent entreprendre une refondation constitutionnelle. Et quand on aura fini, parce qu'il y a même des procédés, quand on veut faire ça, je peux conseiller de dire si vraiment on est sûr de la légitimité de l'organe de proposition, on peut lui donner la légitimité constituante. C'est-à-dire que l'Assemblée, l'Assemblée, on prend les précautions pour que la désignation des gens soit honnête et populaire dans leurs composantes forces vives de la nation, et on leur donne en même temps le pouvoir constituant. C'est-à-dire qu'ils vont discuter du projet de constitution, et quand ils l'auront stabilisé, ils votent pour l'adopter. Ce qui nous avantage dans beaucoup de choses, dans la dépense électorale, dans le moment, etc. On détachera l'adoption de la constitution des aléas de tenue d'une élection populaire en raison de la sécurité. Aujourd'hui, est-ce qu'une telle initiative est possible? C'est tout à fait possible. On l'a eu au Maroc en 2014 après, disons, l'insurrection. On a eu à Genève, etc. Donc, les grandes constitutions ont été adoptées de cette façon. On a eu comment ça s'appelle, les conférences nationales souveraines. La conférence nationale souveraine, comme au Togo, comme au Gabon, comme au Bénin, c'est pas souverain. C'est-à-dire qu'on a fini et on a élu devant le peuple. Mais la conférence nationale, on peut avoir une conférence nationale. Là, les délégués qui viennent du peuple terminent le travail et on retourne devant le peuple. Mais on peut avoir une conférence nationale souveraine. Quand elle est appelée comme ça, on peut lui donner une autre nom comme une convention constitutionnelle aux États-Unis, etc. Une assemblée constituante en Suisse. On lui donne le pouvoir de discuter et d'adopter. Et ça résout beaucoup de problèmes. Alors, si on suit bien le professeur Abdoulaye Souma, on a mis la charrue avant les bœufs, on devait commencer par ça. Il y a aussi ce contexte sécuritaire qui fait que justement, beaucoup de gens estiment que la priorité de l'heure n'est pas à cette réforme constitutionnelle, ni même aux élections. Geoffroy Vara. Oui, et ce que le professeur dit, c'est très intéressant. Maintenant, il y a nos réalités. C'est vrai de parler du Maroc et tout, mais on a vu nos 5 assises nationales là. On a vu comment ça s'est passé. C'est dit, on a mis la pression pour qu'on passe à un point, pour contenter des gens qui étaient dehors, avant de discuter d'autres points qui sont sur des valeurs même de la nation qui devaient nous guider pendant la conduite de la transition. J'ai dit, c'était disait que le point c'est pas forcément la constitution. C'est vrai qu'elle a vraiment à être revue en certains points. Mais il y a même la qualité des hommes qui nous gouvernent. La gouvernance c'est d'abord une question de vertu. Si aujourd'hui, même au Mali, comme ici, on veut, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de diminuer un peu le pouvoir du président, de donner une alternative à un président d'échec, on va dire comme ça, au peuple. Donner une alternative au peuple face à un président d'échec, c'est parce que derrière il y a des vertus
qu'on a vraiment perdu. Et dans ce monde politique-là, c'est vraiment aussi pas facile. Quand je dis politique, c'est pas que, même les autres acteurs, même avec la façon dont on est géré, on a vu aussi un certain nombre d'éléments. Est-ce que ce n'est pas ça le gros problème? C'est que chacun vient, c'est l'intérêt du moment. Quand on pense constitution, comme vous le disiez tout à l'heure, des petites négociations, des gens sortent, quand ils appellent, c'est pour voir comment est-ce qu'ils vont peser, leurs intérêts vont peser dans la balance et que ça sera une constitution à leur mesure. Est-ce que c'est pas ça le fond même du problème? Vous avez compris, les constitutions, quand on commence à les pirater, ça devient un problème. Et c'est pourquoi je dis l'intégrité est importante dans la gouvernance des républiques. D'abord, quand on va accepter de faire une gestion, une co-gestion de la transition, ça serait un premier pas. Ensuite, le mécanisme qu'on va mettre en place pour la désignation des délégués à l'organe de fabrication de la Constitution va être important. Parce que de ce mécanisme va dépendre la légitimité, la liberté de l'organe de fabrication de la Constitution. Ouais, moi, je suis vraiment désolé dans ce pays d'exposer des idées sur des plateaux de télé parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. On devrait être ensemble en train de discuter, voir comment on peut sortir ce pays. Il faut que les gens comprennent que les problèmes qu'on vit commencent d'abord par la Constitution. Parce que nous, nos problèmes, c'est vrai que, et même le terrorisme, il est venu d'où? Il est venu d'une mauvaise gestion de notre République. Il faut qu'on se le dise. Et c'est pourquoi je pense que l'option 100% militaire là, ne marchera pas. Nos problèmes sont venus de notre Constitution, du cadrage de la gouvernance nationale par la Constitution. Donc, plus que ce que les gens pensent, la Constitution a un rôle important à jouer, sinon même de premier ordre à jouer dans la stabilisation de notre pays. Il faut qu'on y prête attention et il faut qu'on le fasse avec intégrité. Moi, je conseille vraiment d'associer, d'amener les forces vives de la nation à l'intérieur de la gestion de la transition, de laisser aux forces vives de la nation de désigner les délégués de la façon la plus libre possible et de venir injecter les idées de chacun dans ce qui doit être notre Constitution. Parce que quand on commence à mettre des phrases dans la Constitution qui n'ont rien à voir avec nos réalités, ça ne marchera pas parce que ces phrases ne nous disent rien. Le Burkina Faso est un pays indivisible, etc. En quoi est-ce que nous, on est indivisible? Dans les pays... Vous voulez dire que le pays n'est pas indivisible? Non. En fait, quand on met ça, le sens signifie que, en fait, la composante nationale est un bloc uniforme. Nous, on n'est pas uniforme. Notre force se trouve dans notre diversité. Et la vérité, c'est notre diversité. On est divers. Et dès qu'on n'a pas dit ça dans la Constitution, il est impossible de prendre en compte la diversité dans la gestion du pays. Et en ne prenant pas en compte la diversité dans la gestion du pays, on fait une gestion purement partisane et on laisse de côté certaines zones, certaines catégories de la nation et ça amène ces frustrations qui nous mettent dans des problèmes aujourd'hui. Ce sont les choses qu'on peut régler dans la Constitution. Dans certains États, en Suisse, en Bosnie, au Rwanda, on a dû régler ça dans la Constitution parce qu'on avait fermé les yeux sur les composantes de la nation et ça créait des problèmes. Entre les Hutus et les Tutsis, quand on prenait l'histoire du Rwanda, c'était un renversement de domination. Voilà. Une fois, ce sont les Tutsis qui dominaient et qui ont fait du mal. L'autre fois, ce sont les Hutus, etc. Après, actuellement, la stabilité du Rwanda vient d'où? Ça vient de la Constitution. Alors, on a encore quelques minutes et Geoffroy Wara a une dernière préoccupation pour le professeur Abdoulaye Soma pour cette audience. D'accord. Rapidement, quand on regarde le cas du Mali, certains ont vite fait de dire, quand on a commencé à parler de changement, de constitution et tout, ils se sont dit, bon, voilà, il y a une autre trouvaille pour pouvoir prolonger les choses. Parce qu'avant, ils ne les entendaient pas là-dessus. Il y avait un autre discours. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Est-ce qu'au Burkina, quand vous voyez les autorités, vous discutez souvent, est-ce qu'il y a entrevu la question de la constitution de façon comment dire ça, importante en termes de dynamique à intégrer dans cette transition-là? Ou bien ça peut venir encore après, comme au Mali, par surprise, comme quelque chose qu'on reçoit comme important maintenant, parce que bon, il faut y aller. Je vais être honnête, je n'ai jamais eu de discussion de fond avec aucune autorité qui gère aujourd'hui de façon déterminante. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais assis et puis partager les idées pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Je n'ai jamais eu cette occasion. Je le déplore, mais je pense et j'espère que le moment viendra pour qu'on puisse faire part de ce qu'on sait faire
dans ce domaine-là pour aider notre pays. Au regard des différentes sorties déjà, quand vous voyez, est-ce que c'est une préoccupation? De fabriquer une nouvelle constitution? Ceci. Oui, moi je fais confiance aux gens. Je pense d'abord que le président, le premier ministre, dans tous les actes officiels de la transition, on a dit qu'on ferait une nouvelle constitution. Donc moi je fais confiance aux gens. Deuxièmement, je pense que ce régime, il peut s'endosser de la légitimité pour faire une nouvelle constitution. Il peut. Parce que le régime est déjà là, il y a juste des petits réglages à faire pour qu'on ait la légitimité de fabriquer une nouvelle constitution. Ça, c'est tout à fait possible. Troisièmement, moi, je conseille à notre pays, à notre régime, de fabriquer une nouvelle constitution dans ce contexte. C'est mieux pour nous et ça nous donne plus d'avantages d'être objectifs et honnêtes dans la norme constitutionnelle que dans tout autre moment de gestion de notre pays, surtout pas après les élections où quelqu'un a déjà le pouvoir. Alors quand vous dites ça, en même temps, on a un regard sur l'horloge de la transition. Vous avez dit tout à l'heure, le délai, le terme normalement fixé, connu aujourd'hui, c'est juillet 2024, c'est bien cela. On est quasiment à une année de cette échéance. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de penser constitution, de sécuriser le pays? Puis c'est la préoccupation première de la population aujourd'hui, c'est que la sécurité revienne et puisse retourner dans leur hameau. Oui, je pense qu'on a le temps encore. Parce que la nation n'a pas qu'une seule compétence. On peut trouver dans cette nation des composantes pour gérer le processus constitutionnel et des composantes pour s'occuper de la sécurité. Moi, par exemple, en matière de sécurité, si ce n'est pas donner une contribution financière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mieux faire ailleurs en matière de sécurité ou à attendre que la sécurité finisse avant qu'on revienne dans la transition. Je pense que si on doit honnêtement engager une refondation constitutionnelle, il nous faut de 3 à 6 mois. Si on a encore de 3 à 6 mois, on peut. Moi, je peux donner un cadrage dans lequel on peut terminer l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais dès qu'on devient à une période de moins de 6 mois avant les élections, ce serait plus crédible de le faire. Ce n'est plus crédible de le faire et le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme pour cette émission qui arrive à son terme. Donc l'audience du tribunal de l'actualité s'achève. Elle était consacrée aujourd'hui au retour à l'ordre constitutionnel au Burkina et au Mali avec Abdoulaye Souma, constitutionnaliste agrégé des facultés de droit, mais il est également président de Soleil d'Avenir. C'est un mouvement politique et député à l'Assemblée législative de transition. Merci, professeur Souma, d'avoir honoré la convocation du tribunal qui vous sait gré de vos éclairages. Merci beaucoup. Et merci au juge Geoffroy Vaha. Merci. Merci à Bernard Bougman. Merci, président. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux malades et aux blessés, et ayant à cœur de vivre en ce 16 mai, consacré Journée internationale du vivre ensemble dans la paix, de vivre les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Le tribunal de l'actualité revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.